Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. On se retrouve pour la suite de notre relecture du tome 3 d'Harry Potter pour le chapitre 4 où on avait laissé Harry surpris mais heureux de se retrouver au chaudron baveur pour la fin des vacances après avoir fait gonfler sa tente comme un ballon. Comme on l'a vu précédemment, le Premier ministre Cornelius Fudge a agi bizarrement parce que non seulement Harry n'est pas puni pour ce qu'il a fait, mais en plus de ça, il a la liberté de se promener sur le chemin de traverse à sa guise. Alors pourquoi le comportement de Fudge est-il si étrange ? Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec le fameux Sirius Black, le mange-mort fou qui s'est échappé d'Azkaban et que tout le ministère tente de retrouver ? Il n'est pas impossible d'en apprendre un peu plus dans ce nouveau chapitre. Et pour suivre ce nouveau chapitre, pour la première fois à la fréquence, on ne sera pas seul, car comme on l'a annoncé dans notre dernier épisode, on peut désormais recevoir des invités à distance. Et on est ravis d'inaugurer cette nouvelle formule avec un guest 4 étoiles. Il a participé aux 3 saisons du podcast, et on vous donne quelques autres indices. Il est brun, il est ténébreux. Est-ce que vous avez deviné qui est notre invité ? Alors je pense que certains d'entre vous auront reconnu l'incollable Lucas. Salut Lucas et bienvenue dans la fréquence 9/3/4. Yo. Les auditeurs je le gardais celui-là. Eh ouais, les auditeurs du podcast auront reconnu ton yo charismatique. Comment ça va Lucas ? Ça va très bien et vous ? Bah ça va, content de ne plus être tous les deux parce que je commençais à plus supporter Jérémy au fur et à mesure des émissions. Ah bah sympa. Non, en tout cas, merci Lucas d'avoir accepté cette invitation pour cette grande première. Ouais. Merci à vous, c'est avec plaisir. Ça va être un peu le parrain de ce nouveau format. C'est vrai que ça me manquait un peu, donc je suis ravi d'être là. Carrément. Bah, en tout cas, Lucas, tu vas nous accompagner pendant la relecture du chapitre. Et on va d'ailleurs commencer dans un petit instant par une petite interview introductive avec toi. Et tu vas nous accompagner aussi jusqu'à la fin pour la volière. Parce que, évidemment, on va pas perdre les bonnes traditions. Et on va diffuser quelques-uns de vos hiboux après le chapitre. Et on va tenter de répondre avec Lucas aux questions que vous nous avez posées. Donc il y a un magnifique programme qui nous attend, il est donc temps de le lancer, c'est parti. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 4, le chaudron baveur. Alors avant de suivre ensemble ce chapitre 4, on a quelques questions pour toi Lucas. Est-ce que pour te présenter, tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter ? Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport, entre guillemets, à Harry Potter ? Bah, moi, j'ai découvert Harry Potter par l'annonce des films, en fait. C'est quand les films ont été annoncés au cinéma que j'ai entendu parler d'Harry Potter. Peut-être pas pour la première fois, parce que je crois que des amis m'avaient déjà parlé du livre, mais j'avais pas forcément fait plus attention que ça. Et en fait, du coup, j'avais 10-11 ans à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, avant que les films sortent, j'aimerais bien lire les livres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'est resté aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Trône de Fer, j'ai pas forcément suivi la série, mais par contre, c'est quand ils ont annoncé la série que je me suis intéressé aux bouquins et que j'ai lu les bouquins. Et donc du coup, au Noël de cette période-là, mes parents m'ont offert les 4 premiers tomes, puisqu'à l'époque, il y avait que les 4 premiers tomes qui étaient sortis. Et du coup, le temps que je lise le premier, on était allé voir le film avec l'école, donc j'avais fini le livre juste après avoir vu le film, donc ça s'est fait un peu en même temps. Et puis forcément depuis, si je suis là, c'est que je les ai lus et relus et re-relus. Je pense que les 4 premiers tomes, en plus, vu que je les relisais à chaque fois qu'il y avait la sortie d'un nouveau tome, j'ai dû les lire une 15aine de fois.
Et puis aujourd'hui, mon rapport à Harry Potter, bah, c'est quand même quelque chose d'assez présent puisque bah, il y a eu le podcast notamment. Évidemment, Donc évidemment. voilà, il y a eu le podcast qui était quand même une aventure assez formidable. On a fait de très très belles choses avec le podcast. Et il faut croire que j'ai converti mes parents puisque quand ils ont refait leur terrasse, ils y ont incorporé le symbole des reliques de la mort quand même. Donc Oh. Ah ouais? ouais, sur la terrasse de Ah, mes parents, sympa. dans l'angle de la terrasse, il y a Ça- les reliques de la mort, un triangle d'1 mètre de diamètre, là. Enfin, un gros machin en plus, hein. C'est pas un petit détail discret, c'est vraiment le symbole qu'il y a sur la terrasse, quoi. Et c'est quoi? C'est en faïence? Sous quelle Alors, forme en fait? c'est du marbre concassé, je crois. D'accord. Wow. Donc ça fait des petits graviers de marbre qui sont en fait enchâssés dans des tiges en métal. Ah Et donc du oui. coup, il y a des tiges en métal qui font la forme des reliques de la mort et les graviers dedans sont pas de la même couleur. Hmm. Ils sont en noir sur beige, donc en plus ça se voit bien. Non, non, c'est très beau. Voilà. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on a tous les trois pour point en commun d'avoir les reliques de la mort en tatouage. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, donc toi, tu l'as pas que sur la peau, tu l'as aussi sur la terrasse chez tes parents, Lucas. Ah, Et justement, tu as abordé le podcast. Donc, vous êtes avec Jérémy, deux anciens membres du podcast, le podcast. Donc, Jérémy étant l'animateur et toi, un des chroniqueurs. Et pour certains de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore le podcast, est-ce que tous les deux, vous pouvez le présenter et en parler un peu, en fait quel était le format Ah bah Lucas, vas-y, vas-y. Place à l'invité. non, enfin, bah, je sais pas, parce que c'est quand même, on a quand même la présence de la personne qui a créé le podcast, qui a monté l'équipe et qui s'est tapé enfin, voilà, toutes les préparations d'épisodes, les montages, la technique. Donc non, vas-y, Jérémy, franchement, là, Ah non, ça mais me. c'était un plaisir. Ouais, ça a duré donc 3 saisons. C'était un podcast, mais qui était aussi sur YouTube. Les émissions étaient enregistrées en direct sur YouTube à partir de la saison 2. C'était assez complet. Et puis, c'était des émissions thématiques. Là, pour le coup, c'était pas une relecture chapitre par chapitre. Donc, on a fait plein de thèmes. On a fait des émissions spéciales sur des personnages, aussi dédiées à un livre, par exemple. Mais voilà, sinon c'était des thématiques comme, je sais pas moi, l'amitié, la mort. On a fait un petit peu tout, même si on aurait eu le temps encore de faire plein d'autres émissions. Je crois qu'on en a une soixantaine. Et Lucas a pour la particularité de faire partie des chroniqueurs où t'as fait toutes les saisons, quoi. T'étais là dès le départ, il me semble, hein. Ouais, ouais, j'ai dû louper 2 ou 3 épisodes maximum Ah oui, sur. oui, oui, ouais, voilà, Ah ouais. oui. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois que pour la petite anecdote, on s'était rencontrés juste avant qu'on lance l'émission. Parce qu'on se connaissait pas, en Ouais. fait. On se connaissait pas, On hein. se connaissait pas, c'est Adrien qui, au détour d'une soirée Halloween, nous avait invités tous les deux et et avait dit un truc du genre, au fait, Jérémy, toi qui veux lancer un podcast sur Harry Potter, bah, t'as un gros fan là. Et puis, bah, c'est vrai que cette soirée s'était bien passée, on avait bien accroché, on Ouais. avait beaucoup discuté, donc du coup, j'ai eu cette opportunité de faire partie du podcast et je regrette pas du tout parce que c'est vrai que ça a été 3 ans assez riches quand Voilà, on même. a fait quelques événements. On était au Bal des Sorciers, notamment, la Nuit des Livres à Deauville. Ouais, voilà, pendant 3 ans, ouais, c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses, pas mal d'émissions, et c'était super sympa. Et puis bon, bah la vie faisant, on s'est un petit peu éloigné avec nos projets personnels et professionnels. Et d'ailleurs, il faut que tu saches un truc. On reçoit souvent des Mhm. hiboux pour nous dire ah, mais au podcast, vous disiez que les autres aussi, ils avaient peut-être un projet de leur côté. Et au moins, je dis pas de bêtises, au moins une fois par semaine, on reçoit un message comme ça. Ouais, voire plus. Ouais, pour nous dire, mais alors les autres, parce que vous avez fait votre podcast, mais les autres, ils en ont fait un ou pas? Donc, est-ce que tu peux donner la réponse officielle ce soir? Réponse officielle, malheureusement, c'est non. C'est quelque chose qu'on a voulu faire. On s'est retrouvé à plusieurs fois pour en discuter, pour essayer, notamment de savoir si on changeait de nom, si c'était une résurrection du podcast, si c'était un projet complètement nouveau ou pas. Et puis, bah, c'est pareil, finalement, il y a une partie des gens qui sont partis à droite à gauche faire leur vie. Là, en plus, avec forcément la situation sanitaire, se regrouper, c'est pas évident, voire impossible.
Et du coup, non, on n'a pas. En fait, c'est ce que je te disais, Jérémy, c'est que on a le, on avait vraiment envie de continuer ça parce que c'est quelque chose qu'on avait adoré, mais je pense que personne ne se sentait prêt à porter le projet et notamment à abattre la quantité de travail que tu as batté pour le podcast. Ouais, faut avoir envie, voilà, s'il y a pas l'envie, Et avoir les compétences aussi, parce que le ouais. montage, le mixage, je saurais pas faire moi-même en fait. Mm, mm. Mais en tout Ça cas, prend du peut-être temps. qu'en ayant des invités à la fréquence, on va peut-être. Bah, l'idée, ce serait aussi d'inviter d'autres anciens du podcast, et donc, justement, pour pouvoir réécouter vos voix et vos expertises sur le monde d'Harry Potter. C'est pour ça aussi qu'on est très heureux de te recevoir, Lucas. Et puis, je pense que t'es le premier, mais tu seras pas le dernier ancien du podcast à partager nos micros, ça c'est sûr. Oui, non, bah, mais moi, ça me fait, encore une fois, ça me fait très plaisir d'être là et c'est vrai que, ouais, c'est une bonne idée que vous avez eue là, je pense. Selon toi, dans quelle maison tu aurais été réparti par le Choixpeau et pourquoi? Moi, je sais. Bah oui, un peu. Je dirais Pouf Souffle. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, oui, non, Pouf Souffle, carrément, toujours, tous les jours. Pourquoi? Je sais pas, c'est un peu une évidence euh, j'aime bien les Pouf Souffle dans leur gentillesse et tout ça, et je me dis que, enfin, c'est un petit peu chiant de parler de ça parce que ça sonne un peu comme de l'avantardisme, mais c'est vrai que enfin, c'est quelque chose auquel je me rapproche bien d'eux, leur côté très sociable, très voilà, très gentil. Ils ont pas une once de méchanceté et puis bon, la bière en terrasse quoi. Mais bon, Bons vivants, les voilà, poufs-souffles. c'est ça. Et Lucas, si tu devais choisir un personnage, je sais que c'est dur, mais si tu devais en choisir un, j'ai ma petite idée aussi. Ça serait Ouais. lequel? Vraiment, si je devais en choisir un, ça serait Luna Lovegood. Toujours. Toujours, c'est toujours Luna Lovegood, encore une fois cette folie douce voilà qui est inimitable et que je trouve extrêmement attachante. Et puis à la fois folie douce, mais à la fois les pieds sur terre sur certains sujets et voilà qui est vraiment un personnage assez cadrant et que j'aime beaucoup. Et si tu devais choisir un livre et un film? Alors ça c'est beaucoup plus dur. C'est vrai que Hey. Non, franchement, je sais pas. Alors, un film, c'est un peu plus simple parce que du coup, comme je suis beaucoup plus fan des livres que des films, les films, bon, déjà, j'en ai pas énormément de souvenirs parce que je les ai pas vus beaucoup, mais je sais que je me rappelle que le 3 m'avait beaucoup plu. Le prisonnier d'Azkaban, notamment, la scène de l'épouvantard qui est juste magique. Et voilà, dans le 3 il y avait beaucoup de scènes qui visuellement étaient très belles et puis qui marquent vraiment le tournant dans la saga Harry Potter. Et pour moi, c'est un des meilleurs films par rapport au bouquin. Après, dans les livres, alors là, Tu les aimes tous. C'est comme. Ouais, franchement, Même le je tout les aime premier? tous. Le tout premier, franchement, c'est un de mes préférés. C'est Ok. celui à chaque fois que je le relis, je retombe dedans. Enfin, c'est vraiment l'entrée en matière, la découverte de l'univers, Mm. et je trouve à chaque fois, il a le don de remettre dedans. Je pense que c'est le 2 que j'aime un peu moins, Mhm. à cause de Gilderoy Lockhart, voilà, qui est vraiment un Oh non? personnage que j'exècre. Et que sa façon de mettre Harry dans l'embarras, moi qui suis assez empathique, à chaque fois je me sens mal à l'aise pour Harry et j'ai du mal à lire ce bouquin à cause de ça. Après non, sinon je dirais, je pense pour choisir, pour trancher, je dirais les reliques de la mort quand même parce que voilà, c'est une fin et qui est magique, qui est magnifique. Il se passe énormément de choses dans les reliques de la mort. Il est très beau, il peut être très triste par moment. Et vraiment, c'est une conclusion, je trouve, qui est assez forte. Merci Lucas pour cette petite interview bien sympathique. Et je pense qu'il a permis à certains auditeurs de se remémorer l'époque fantastique du podcast. Bah, je vous en prie, encore une fois, c'est un plaisir. Puis
Et puis je suis pressé de voir ce que va donner cette émission. Ah, tu vas écouter? Exceptionnellement? On avait dit qu'on le disait pas, ça. Ok, bon, on va se lancer dans le chapitre. Donc n'hésite pas à intervenir hein, si tu en as envie, il n'y a pas de souci. Ok. Alors justement, dans ce chapitre, on va retrouver Harry qui s'habitue à sa nouvelle liberté. Et même si sa liberté se résume au chemin de traverse, Harry en profite pleinement. Cette rue marchande est tellement extraordinaire qu'il est facile de ne pas désobéir à Fudge. Petit à petit, la routine s'est installée. Habituellement, sa journée commence par un petit déjeuner dans la salle du chaudron baveur, où son activité préférée est d'observer les gens. Vivement la réouverture des terrasses pour que l'on puisse nous aussi reprendre cette activité. S'installer à une table, siroter un verre de vin, et puis regarder les petits moments de vie des gens. Le bonheur. C'est vrai que dans le chapitre, il y a quelquefois le mot bar qui revient Nos terrasses. et t'es là, tu lis le truc et t'es un petit peu nostalgique. Ah ouais, tellement, je suis nostalgique quand elle raconte la journée d'Harry. Ça fait remonter des souvenirs. Et justement, le reste de ces journées consiste à explorer les boutiques, à manger en terrasse. Donc je propose qu'on prenne tous un petit moment pour se rappeler notre vie d'avant. Faire les magasins, s'installer en terrasse ou aller au restaurant pour faire une petite pause déj. Tout ça dans l'insouciance la plus totale. On en a marre, on veut que ça revienne. En fait, Harry Potter, ça permet de s'évader, mais là, d'un truc très basique, tu Ah vois. mais là, ouais, totalement. Quand j'ai lu et relu, je me dis, oh mon Dieu, l'évasion. Tu sais, limite, je sentais le soleil sur ma peau comme si je prenais un verre de vin en terrasse. Là, c'était le bonheur. Et donc, Harry en profite même pour faire ses devoirs en toute tranquillité à la terrasse de Florian Fort-Arôme et bénéficie même de connaissances du glacier sur la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. Et en extra, et là je suis vraiment jalouse du métabolisme d'Harry, c'est noté que le glacier lui sert même des sundaes toutes les demi-heures. T'es pas envieux de ça? Bah, si. Bah, en fait, il est traité comme un petit prince, quoi. Après, Harry, quoi. je sais pas si je supporterais de manger autant de sundaes, mais je pense que je tenterai le truc. Et justement, Lucas, Jérémy, quelle serait votre journée idéale sur le chemin de traverse? Genre notre boutique préférée, celle. Non, par exemple, comment tu voudrais commencer ta journée, la finir Bah, ouais, terrasse. Enfin, déjà, oui. Après, ouais, Terrasse all day. c'est ça, petit café clope en terrasse. Après, ouais, flâner un petit peu, faire le tour des boutiques. Enfin, je sais pas, nous, ça nous paraît tellement extraordinaire qu'on pourrait y passer une journée, mais c'est vrai qu'enfin, il y a l'air d'y avoir tellement de choses à faire. Je pense que je passerais l'animalerie, je passerais pas mal de temps dedans, je pense. Bon, on va y aller d'ailleurs, dans pas longtemps. Ah oui. Ah oui, tu me disais ça. Et donc, du coup, Non, dans Harry après, Potter. dans Harry Potter, oui, à l'animalerie. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs à faire. Après, moi, je sais pas si je serais très à l'aise sur un balai volant, ou je sais pas si ça me botterait tant que ça, tu vois, par exemple. Ouais, moi pareil. Mais après, ouais, voilà, manger des glaces. Ouais, si, ouais. Et toi, Jérémy? Peut-être, je passerai pas mal de temps à Fleury et Bottes, je pense. Ça doit être, enfin, la librairie du chemin de traverse, je pense que ça serait mon endroit un peu préféré. Et puis, bah oui, ça a l'air pas mal, la petite terrasse du Florian Fortarum, quoi. Bon, je sais pas si Harry, il a ses Sundays gratuits parce que c'est le fameux Harry Potter, tu vois. Peut-être que nous, on n'y aurait pas le droit, hein. 5 € le Sunday. Mais non, en tout cas, ça donne envie. Ça donne envie. Mais ouais, je pense que ça serait Fleury et Bottes. Le Quidditch, je sais pas si je serais un geek de Quidditch, tu vois. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, Fleury et Bottes, c'est sûr que oui. Et la mienne de journée? Merci de demander. Ah oui. Alors attends, la tienne de journée, Marina. Tellement naturel. Alors la mienne, moi j'ai fait vraiment un emploi du temps. En fait, je commencerai à prendre un petit déj au chaudron baveur. Ensuite, j'irai à la banque parce qu'il faut bien retirer du cash parce qu'apparemment la carte bancaire n'existe pas chez les sorciers. Et j'irai flâner à Fleury et Bottes, évidemment. Et je ferai un peu d'emplettes chez Madame Guipure, les prêt-à-porter pour sorciers.
Et j'irai à la boutique de l'apothicaire aussi, parce que je pense qu'il y aurait des petites herbes médicinales, de l'encens, plein de petites choses comme ça là à acheter, j'aime bien. Et pour finir la journée, je prendrai un petit verre de vin au chaudron baveur. Voilà, ma journée idéale. Tu t'es carrément fait une journée complète, quoi. Ah ouais, là j'ai fait mon emploi du temps et tout, je suis prête, hein. Si le chemin de traverse existe, c'est bon. Alors évidemment, quand on voit mon emploi du temps, on peut s'imaginer que pour Harry, vivre sur le chemin de traverse, ça peut vraiment mettre à mal ses économies. Bah ouais, parce qu'il est hors de question pour Harry de devoir demander de l'argent aux Dursley pour finir sa scolarité à Poudlard. Alors Harry doit se retenir d'acheter par exemple un jeu de bave-boule en or, une reproduction de la galaxie sous un globe de verre, mais le plus difficile de toutes ces choses, c'est lorsqu'il découvre l'éclair de feu. Alors l'éclair de feu, il est présenté comme ça. Avec sa ligne aérodynamique et son manche en bois de frêne recouvert d'un vernis garanti inattaquable, ce balai de course représente le dernier cri en matière de technologie. Chaque modèle porte sur le manche un numéro de fabrication gravé à la main qui garantit sa qualité. Les branches de bouleau soigneusement sélectionnées ont été taillées une par une pour obtenir le meilleur coefficient de pénétration dans l'air, donnant à l'éclair de feu un équilibre et une précision insurpassables, avec des accélérations de 0 à 200 km/h en 10 secondes et un sortilège de freinage à toute épreuve. L'éclair de feu offre les meilleures performances et les meilleures conditions de sécurité actuellement disponibles sur le marché. Et là, la petite phrase qui fait mal, prix sur demande. En fait, les balais magiques, c'est un peu les iPhones du monde moldu, tu vois. Il y en a un par an et ça coûte, Ouais, c'est ça. ça coûte un SMIC, quoi. Et là, j'ai pensé, je sais pas pourquoi, mais en lisant le descriptif, je me suis dit, si le monde des sorciers existait vraiment, l'éclair de feu, ça ferait une bonne vidéo test pour la chaîne Villebrequin. Villebrequin qui teste l'éclair de feu. Après, moi, ce qui me choque surtout, c'est les 200 km/h. Il n'y a pas de pare-brise sur un balai volant, hein. C'est vrai que les stats doit- sont... Ouais, Ah ouais. Ça doit sécher, hein. ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais c'est bien parce que ça donne une indication de leur vitesse quand ils jouent au Quidditch, par exemple. Là, on a une indication très claire, mais c'est vrai que ça paraît très très rapide. Je sais pas si... C'est pour ça que je pense pas que je serais un casse-cou sur un balai, quoi. Et je crois qu'ils portent des lunettes, non pour Ouais. le vent. Mais aussi, je pense à un truc totalement débile, là. Mais par exemple, bon, je sais plus... si je confonds avec les chiens. Mais tu sais, si on met notre tête, admettons, il y a personne hors de la voiture sur l'autoroute à 200 km/h, admettons. Ça fait genre... tu sais, l'air rentre dans la bouche Oui. et puis ça fait... Normalement, ils doivent faire comme ça sur un balai. Alors, c'est pas hyper podcast ce que j'ai fait, mais en gros, vous voyez la bouche remplie d'air, là, et faire... Normalement, Oui, en vrai, si, ça ouais. fait ça. Bah... À 240 km/h. Bah, c'est vrai que ce serait plus logique qu'ils portent des casques, en fait, comme en moto, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, puis justement, en plus, c'est dans... Oui, c'est dans Le Prisonnier d'Azkaban où il y a un match où ils se prennent des trompes de flotte et où du coup t'as Hermione qui jette un sort sur les lunettes d'Harry, mais Ouais. c'est pas dit que c'est des lunettes de protection, c'est juste ses lunettes. Non, c'est ses Et lunettes à parce lui, que- ouais. parce qu'en plus ça gêne que lui d'avoir de l'eau sur ses lunettes. Donc dans les films, il me semble que oui, ils ont des lunettes de protection. Ouais, Par dans les contre, dans films. les bouquins, c'est pas dit. Alors bon, Ils doivent pas porter de lentilles quand même, hein, parce que pour Ouais, avoir c'est de ça. l'air comme ça dans les yeux. Voilà. Désirer quelque chose aussi intensément est quelque chose de nouveau pour Harry. J'aimerais pouvoir dire pareil de moi, pour le bien de mon compte en banque. Mais non. Mais bon, de toute façon, Harry, il a autre chose à acheter comme des manuels scolaires. Et justement, dans la vitrine de Fleury et Bottes, des exemplaires du monstrueux livre des monstres sont enfermés dans une cage en fer à la place des habituels grimoires. Harry jette un coup d'œil sur la liste de fournitures scolaires et s'aperçoit que ce fameux livre est le manuel de cours de soins aux créatures magiques. Bon, il est un peu soulagé parce qu'il sait qu'au moins Hagrid il lui a pas offert ça parce qu'il a encore acheté ou adopté une créature magique très très dangereuse. En le voyant entrer, le directeur a l'air super paniqué.
Tout de suite, il met une paire de gants épais et s'arme d'une grande canne noueuse. Avec son accoutrement, il s'avance vers la fameuse cage en fer. Mais Harry met fin à la torture du libraire. Il a déjà un exemplaire de ce manuel. Il vient pour un autre livre qui s'appelle « Lever le voile vers le futur » de Cassandra Wablaski. Alors que le vendeur lui expose les qualités de ce livre, le libraire s'aperçoit qu'Harry est attiré par un livre « Présage de mort, que faire lorsqu'on sent venir le pire ?» La couverture de ce livre a attiré l'intérêt d'Harry parce que dessus, il y a un énorme chien aux yeux flamboyants de la taille d'un ours. Après avoir fait ses petites emplettes, Harry retourne dans sa chambre fraîchement nettoyée. Devant son miroir, Harry essaie de se persuader que ce n'est pas un présage de mort qu'il a vu sur Magnolia Crescent. C'était sans doute un chien errant. Alors que la rentrée approche, Harry s'attend de plus en plus à voir Ron et Hermione sur le chemin de traverse. En attendant, il aperçoit quand même certains de ses camarades, comme Seamus Finnegan, Dean Thomas, ou encore le vrai Neville Londubat. C'est seulement le dernier jour des vacances qu'Harry retrouve Ron et Hermione à la terrasse de Florian Fort-à-Rome. J'ai une petite anecdote sur Florian. Alors toi, tu dis Fort-à-Rome Oui, ou Fort-à-Rome? Fort-à-Rome. Fort-à-Rome. Je sais pas, j'ai toujours dit Fort-à-Rome parce que je crois qu'il y a un T. Ouais, il y a un T, mais c'est un arôme qui Ouais, est fort. Fort-à-Rome. donc, Allez, je vais essayer de le dire comme ça. Et en fait, j'ai une petite anecdote parce que, en fait, dans l'Ordre du Phénix et dans les Reliques de la Mort, en fait, il est fait mention d'un portrait de directeur qui s'appelle Dexter Fortescue. Et en fait, Fortescue, c'est le nom original de Florian Fort-à-Rome. C'est-à-dire qu'en anglais, il s'appelle Florian Fortescue. Sauf que Jean-François Ménard, il a traduit en Fort-à-Rome ou Fort-à-Rome pour Florian, mais Dexter, l'ancien directeur de Poudlard, il a gardé le nom original. Ce qui fait qu'en fait, dans la version originale, ils font probablement partie de la même famille, mais la traduction française, elle a cassé ce lien-là, en fait, parce que du coup, ils ont un nom différent. Donc voilà, petite anecdote. Voilà. Je sais pas si c'était très clair. Quand je vois la tête de Lucas, je sais pas si c'était très clair. Si, c'est clair. Mais du coup, oui, c'est bizarre quand même parce que je pense il a bien vu que c'était le même nom. Pourquoi en traduire un et pas l'autre? Parce que c'est vrai que du coup, Fort-à-Rome, pour un vendeur de glace, c'est assez chouette comme nom. Mais Ouais, pour un directeur, c'est... Enfin, tu vois, pour un vendeur de glace, tu te dis, bon, c'est par rapport aux glaces. Pour un autre, tu te dis peut-être qu'il pue, tu sais pas. Donc peut-être qu'il a pas voulu faire le... Franchement, je pense qu'il avait oublié qu'il avait traduit ce mot, peut-être. Peut-être, je sais pas. Je vois pas d'autre raison qu'un petit oubli. Arthur Weasley a su que Harry logeait au Chaudron Baveur grâce à son travail au ministère. Les dernières frasques d'Harry ne sont pas du goût d'Hermione. Comment Harry, en plus, avait-il réussi à ne pas se faire renvoyer de l'école? Mais au contraire, Ron, lui, est mort de rire. Harry lui demande si tout hasard son père saurait pourquoi il n'a pas été sanctionné. Et Ron lui répond que non, mais c'est sûrement parce qu'il est le fameux Harry Potter. Parce que lui se serait certainement fait renvoyer s'il avait osé faire ça à une de ses tantes. Et surtout, il aurait pris le risque de se faire tuer par Molly Weasley. Mais Harry, en tout cas, il pourra lui demander en personne parce que la famille Weasley et Hermione restent dormir au Chaudron Baveur. Et justement, Hermione, elle a besoin d'aller faire du shopping parce que ses parents lui ont donné un peu d'argent pour qu'elle puisse acheter un cadeau d'anniversaire en avance. Et elle sait ce qu'elle veut, un animal. Harry indique à ses amis qu'il y a une boutique qui vend des créatures magiques et Ron pourra notamment faire examiner Croutard qui est vraiment en piteux état depuis leurs vacances en Égypte. Alors dans cette boutique, on peut trouver des crapauds violets, une tortue géante dont la carapace est incrustée de pierres précieuses, ou encore des escargots venimeux orange. Ron, lui, s'avance vers le comptoir pour faire examiner son rat. En le regardant, la sorcière annonce à Ron que Croutard est au bout du rouleau, parce qu'un rat sans pouvoir vit en moyenne 3 ans, et certainement pas plus. Alors selon vous, quel âge a Croutard? Parce qu'il appartenait à Percy. Donc, est-ce qu'il l'a eu tout bébé Bah, Il a au moins... ça fait au moins 13 ans.
Bah non, mais ça fait même, ça fait même 13 ans, c'est sûr. Parce qu'en fait, on a offert à Percy pour sa scolarité à Poudlard Croutard. Bah, de toute façon, ils ont pas pu l'avoir. Ah bah non, mais oui, il a 13 ans, oui, mais après, quand est-ce qu'il est apparu dans la Ah famille oui. Weasley? Ça, je sais pas si c'est quelque chose qu'on sait. Enfin, c'est surtout à quel moment, du coup, Petit Gros, il est venu s'incruster dans la famille Weasley. Bah ouais, c'est ça. Et on sait pas comment ça s'est fait, d'ailleurs. Comment ça s'est Mais fait? oui, c'est bizarre. Alors, on sait qu'il a voulu être au contact avec une famille de sorciers pour se tenir au courant si jamais Lord Voldemort revenait. Enfin voilà, il voulait se tenir au courant de ce qui se passait dans le monde de la magie. Mais je crois pas qu'on ait plus d'infos que ça sur le contexte dans lequel il s'est fait adopter par la famille Weasley. Oui, c'est ça, parce que c'est dit que, en fait, Ron l'avait hérité d'un de ses frères. Il avait appartenu à Percy, mais juste ça. Est-ce que Percy l'a eu vraiment pour son entrée à Poudlard, ou avant, ou après T'as pas plus d'infos, toi, de mémoire, Lucas? Non, de mémoire, non. C'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée. Et là, est-ce qu'ils l'ont trouvé dans une botte et Percy s'est dit tiens, je veux le garder? Je sais pas. Ouais, ouais. En tout cas, comme à chaque fois dans ces trucs qu'on sait pas, j'ai envie de dire, ça se trouve, il y a une fanfiction qui explique comment Petit Gros s'est retrouvé chez la famille Weasley. Je suis sûre qu'il y en a une en plus. Franchement, c'est possible. Non, mais parce qu'il me semble juste que c'est dit que oui, que Petit Gros voulait se rapprocher d'une famille de sorciers pour avoir des nouvelles du monde des sorciers, mais que c'est dit aussi qu'il a erré pendant un moment Ouais. après la défaite de Voldemort, il me semble. Ouais, donc je pense que ça fait pas 13 ans, ça doit faire moins que ça quand même. Ouais. Encore un autre mystère dans le monde d'Harry Potter. Mais bon, Ouais. c'est vrai que les fanfictions Croutard, je suis pas. Ah, il y a bien Je une suis histoire. je suis pas très curieux. Moi. Il y a bien une histoire. Il y a bien une fanfiction avec une histoire d'amour entre Minerva McGonagall et le poulpe, le Ça, elle calmar t'a géant choqué, hein. à Poudlard. Donc, il peut C'est les Japonais, ça. Est-ce que Petit Gros a trouvé l'amour sous forme de rat durant ses années d'errance? Mais moi, je me suis posé une autre question parce que quand la sorcière de la ménagerie magique, elle demande c'est quoi son pouvoir, moi je me suis demandé, mais est-ce que du coup, est-ce que les animaux adoptés par les sorciers sont censés ou est-ce que la plupart ont un pouvoir? Parce que par exemple, on sait que les élèves de Poudlard, ils peuvent apporter un crapaud, Neville Londubat à Trevor par exemple, Ouais, mais est-ce que les crapauds, ils ont aussi des pouvoirs? je sais pas. Je pense qu'elle parle d'un rat avec pouvoir, elle fait mention des cabotins. Tu sais, les rats insupportables dans la cage qui font des sauts à l'aide de leur queue, je sais pas trop quoi. Ouais. Je sais pas, je pense qu'ils sont un peu magiques. Et du coup, il y a des crapauds magiques aussi qui savent faire des choses. Non, oui, il y a des crapauds magiques qui deviennent des princes quand tu les embrasses. Ah. Oh. Oui, et il y en a aussi, quand tu les lèches, ça te fait voir des trucs bizarres. Ah. Attends, c'est Et vrai ça? du coup, oui, c'est vrai. Oui, oui, il y a Ouais. des crapauds hallucinogènes, oui. C'est un mécanisme de défense du crapaud et si tu... En fait, Ouais, c'est ouais, c'est c'est son ça, en venin, fait, c'est ouais. ça, ouais. Ah ouais, oh la vache. Ne nous demande pas comment c'est ça. C'est Ouais, trop ouais, ouais. obscur. Non, puis je veux pas savoir la personne qui a découvert ça surtout, tu vois. À quel moment tu lèches un crapaud, vrai. Les cuisses de grenouille version champignon hallucinogène. tu Ah. sais. C'est ça. Du coup, comment reprendre après ça? Bon, la sorcière, elle propose directement à Ron des cabotins, justement, comme on en a évoqué, mais elle préfère plutôt quelque chose pour soigner Croutard, comme le réconfortant. Alors qu'il s'apprête à demander combien coûte cet élixir magique, soudain, Ron se plie en deux. Et si Ron était surpris, c'est parce qu'une énorme chose orange lui est tombée sur la tête pour chasser Croutard. Le pauvre rat a donc pris la fuite hors de la boutique. Après plusieurs minutes de recherche, Harry et Ron trouvent enfin un Croutard tout tremblant sous une poubelle. Harry explique à Ron que la chose orange devait être, je cite, soit un très gros chat, soit un petit tigre. Alors que les garçons reviennent à la ménagerie magique, Hermione sort de la boutique. Mais ce n'est pas un hibou qu'elle tient dans les bras, c'est le fameux chat orange. Ron est choqué qu'elle ait acheté le monstre qui vient d'attaquer Croutard. Mais Hermione, elle voit pas où est le problème parce que elle trouve son chat magnifique forcément et Patenron, donc c'est le nom du chat, il s'appelle Patenron. Il a pas fait exprès de chasser Croutard. Et Ron, il a pas vraiment à s'inquiéter pour la tranquillité de Croutard parce que Patenron, il sera dans le dortoir des filles et Croutard dans celui des garçons.
Et là, je me suis dit, ok, au-delà de ce qu'on sait sur Croutard dans l'histoire, etc., à ce moment-là, c'est quand même pas un peu abusé de la part de Hermione de choisir Patenron, parce qu'elle peut quand même se douter qu'il va y avoir un petit problème de cohabitation entre le chat qu'elle vient d'adopter et son ami qui a un rat. C'est jamais abusé d'adopter un chat. Ouais, mais voilà, à qui je m'adresse en même temps. Non, mais il y a de ça, mais après, enfin, ça sous-entend aussi que les chats sont admis à Poudlard, ce qui est une très bonne chose, parce qu'en plus, un chat dans le parc de Poudlard, il doit s'éclater. Ouais. Mais attends, avec tous les hiboux, parce que un chat, ça chasse pas que les rats et les souris, ça chasse un peu tout ce qui est vivant et que donc tout ce qui est hibou, même les crapauds, pour les cerfs, dans les cerfs, ils doivent faire des dommages incroyables, les chats. Enfin, Ouais. parce que j'aime bien les chats, hein, vous méprenez pas, mais c'est des connards. Ouh là là, qu'est-ce que t'as pas dit Non, là je dois l'avouer un peu qu'un chat a un petit côté connard quand même. Mais en fait, je viens de Oh, c'est des découvrir. chasseurs aussi. Hein. Je viens de découvrir Bah, c'est pourquoi ça qui les dans. rend attachants, oui. Mm. Je viens de découvrir pourquoi dans les films Mystaigne a les yeux rouges. C'est parce qu'elle passe son temps à lécher les crapauds des élèves. Elle est en plein trip tout le temps en fait. Là, là. Mystaigne à Woodstock, allez, c'est parti. D'ailleurs, petite anecdote sur Patte en rond. Je crois qu'on en avait parlé soit à la fréquence, soit au podcast d'ailleurs. Mais en fait, J.K. Rowling, elle a révélé sur son site internet qu'elle s'était inspirée d'un véritable chat pour créer Patte en rond. Et en fait, c'est un chat qui rôdait souvent dans le quartier où elle avait l'habitude de déjeuner. C'était dans les années 80 quand elle travaillait. Et elle le décrit comme un chat avec un air mauvais qui se laissait jamais caresser et qui avait, je cite, une tête à courir derrière les voitures arrêtées. C'est comme ça qu'elle l'a décrit sur son site internet. Et justement, dernière anecdote sur Patte en rond. Donc dans les films, c'est un chat persan parce que ouais, c'est des chats persans qui ont la truffe, c'est ça? C'est une truffe, ouais. La truffe écrasée, ouais. Et dans les films, en fait, en tout cas je sais pas si c'est sur tous les films ou si c'est que pour le troisième, mais il n'y a pas un chat comme la plupart du temps au cinéma, mais en fait, il y en a au moins 4 qui interprètent Patte en rond. Mais je pense que c'est surtout dans le 3 parce que après on le voit. Beaucoup moins, mais il y a au moins 4 chats, et dont les noms sont Oliver, Cracker Jack, Bobo et Prince. Cracker Jack. Donc si vous visitez les studios Harry Potter, vous avez un portrait en fait de tous les chats qui ont joué dans le film. Et en fait, parce que en fait, chaque chat va avoir son caractère, et en fonction des besoins de la scène, ils vont choisir tel ou tel chat, en fait, par exemple. Et il y a Mystaigne. Et Mystaigne au studio, je pense que oui, il doit y avoir quelque chose sur Mystaigne. Pareil, il doit y avoir plusieurs chats pour Mystaigne. Ouais, c'est possible, ouais. Alors on retrouve Arthur Weasley qui est installé au bar en train de lire la Gazette du Sorcier. Hashtag nostalgie pré-Covid. Et il aperçoit Harry et il l'interpelle. Harry remarque que Sirius Black est toujours en couverture du journal et il demande à Arthur si Sirius n'a toujours pas été attrapé. Et d'un air grave, Arthur lui répond que non, et quand Ron lui demande s'il y a une récompense pour celui qui l'attrapera, il lui rétorque que les seuls à pouvoir capturer Black, de toute façon, ce sont les gardiens d'Azkaban. Donc là, encore une fois, ils disent bien gardiens d'Azkaban et pas des trackers. Ouais, Ok. complètement. Ouais, parce que Lucas, c'est un truc qu'on a remarqué qu'on a noté avec Marina. On se souvenait plus, mais en fait, les gardiens, les détraqueurs, en fait, on les cite pas jusqu'au moment du Poudlard Express avec le détraqueur qui arrive dans le Poudlard Express. Et avant, on parle que des gardiens d'Azkaban, ce qui crée une espèce de mystère, en fait, autour de ces personnages-là. Et c'est intéressant parce que quand nous, on relit, forcément, tout de suite, on se dit gardien, détraqueur. Mais en fait, pour ceux qui découvrent, ils savent pas que c'est des détraqueurs, ils savent pas que c'est des créatures, on peut s'imaginer des sorciers. Et là, c'est encore le cas, en fait. J'avoue que c'est vrai que je me suis fait la réflexion, une de mes relectures aussi, que les gardiens d'Azkaban, c'est vrai qu'on pourrait juste penser que c'est des... Enfin, moi, j'imagine que dans mes premières lectures, j'avais imaginé des gens en bleu avec une casquette, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Complètement.
Mais après, ça peut aussi s'expliquer, je pense, par le fait que les détraqueurs, comme c'est des créatures qui sont assez flippantes, les parents, en général, vont pas nommer les détraqueurs, et que justement, ils sont appelés détraqueurs qu'à partir du moment où ils en voient, puisque le prof, enfin, Rémus est bien obligé de leur expliquer ce que c'est. Ouais, Mais que tant qu'ils y ont pas affaire, autant pas leur en parler, parce que s'ils cherchent ce que c'est, ça doit être assez traumatisant pour un enfant, quoi. C'est clair. Et puis dans la narration, du coup, ça crée un petit suspense aussi. Oui, c'est sûr que voilà. dans la narration, ça aide vachement. On va découvrir un des trackers au moment où on en voit un. Ouais, parce qu'on dit qu'ils sont terribles, qu'ils ont jamais échoué, donc il y a un aura de mystère autour de ces fameux gardiens. Et j'arrive plus à me rappeler pour ma première lecture, comment j'imaginais les gardiens. Je pense que je les imaginais en sorte de bourreaux, peut-être. Ouais. Des gros bourreaux, je pense. Je me souviens plus non plus, mais je m'étais fait forcément une idée en fait. Surtout quand on apprend juste un peu plus tard que Dumbledore ne les aime pas, tu vois. Tu dis, mais c'est qui ces gardiens pour que Dumbledore ne les aime pas? Et je trouve ça pas mal. Et c'est dur des fois d'essayer d'avoir un œil neuf quand on connaît par cœur l'histoire. Mais là c'est un des exemples. Si on connaît pas l'histoire, on sait pas que ce sont des détraqueurs encore. Bah, qu'est-ce qu'on donnerait pas pour un petit sortilège d'amnésie pour redécouvrir Harry Potter, hein. Tellement. Tellement. Ouais, j'envie tellement les gens qui ne connaissent pas Harry Potter et qui vont découvrir, en fait, qui vont tomber fans, parce que, par exemple, les jeunes, hein, encore, parce que continuellement, des enfants et des adolescents découvrent Harry Potter et tombent super fans. Et franchement, profitez, parce que on vous envie tellement. Les autres Weasley font leur entrée dans le bar à leur tour. Madame Weasley, bien sûr, Fred, George, Percy et Ginny. Et quand Ginny aperçoit Harry, elle rougit et elle lui dit un faible salut sans le regarder. C'est mignon. Salut Harry. En même temps, la dernière fois qu'elle l'a vu, il venait de le sauver quand même. Donc, Ouais, c'est sûr, il s'est passé des choses quoi l'année dernière. Comment tu recroises quelqu'un que t'as pas vu depuis 2 mois et que la dernière fois que tu l'as vu, c'est parce qu'il t'avait sauvé la vie? Je pense que c'est un petit peu gênant comme retrouvaille. Surtout que je pense qu'elle est in love totale de Harry à ce moment-là, encore plus qu'avant peut-être même. Ah oui, en plus. Oui. Avec les hormones d'adolescent et tout ça, ça doit bouillonner. Percy, lui, il serre la main de Harry de façon cérémonieuse. Il est bientôt suivi de Fred et George qui se moquent de leur frère en disant que c'est fabuleux, merveilleux et même épatant de voir Harry. Madame Weasley révèle rapidement la raison pour laquelle Percy a encore plus le melon que d'habitude. Il est le 2e préfet en chef de la famille. Fred et George ne manquent pas de préciser qu'il sera d'ailleurs peut-être le dernier. Ils précisent aussi qu'ils ont essayé d'enfermer Percy dans une pyramide pendant leur voyage en Égypte, mais que malheureusement Madame Weasley les a vus. Alors je me suis dit à ce moment-là, Fred et George, ok, ils sont drôles et tout, tout le monde les aime, mais on est d'accord, ils sont un peu lourds aussi quand même. Et là, par exemple, je les trouve un peu lourds dans ce chapitre avec Percy, parce que je me demande s'il n'y a pas un petit peu de jalousie aussi quelque part. Oh, jalousie, je sais pas, mais carrément lourd, et aussi il y a certaines blagues qui sont super dangereuses et qui peuvent tuer leur frère. Je sais plus, j'ai plus la blague en tête, mais il y avait pas une blague où ça a percé la langue de Ron ou quelque chose comme ça? Si, c'était acide, oui. Ouais, il y avait une suce acide, et puis aussi ils ont voulu lui faire un serment inviolable. Oui, aussi. et ça, c'est chaud. Non, oui, ils sont un peu limite quoi. Ils peuvent être un peu limite des fois. Un peu limite, oui, en effet. Le dîner au chaudron baveur en compagnie des Weasley et d'Hermione est particulièrement agréable pour Harry. Au bout d'un moment, pendant le repas, Fred demande comment ils vont se rendre à King's Cross le lendemain matin, et son père lui répond que le ministère va leur envoyer 2 voitures. Alors Percy, il est étonné de la nouvelle, ce qui lui vaut des nouvelles moqueries de la part de Fred et George, mais passons. Arthur explique qu'en fait, le ministère lui fait simplement une fleur du fait que il a plus de voiture. Hashtag merci Harry et Ron. Donc, j'aime bien le côté, on lui fait une fleur parce qu'il a plus de voiture. On l'a quand même sanctionné à cause de cette voiture, mais bon, on est sympa, on lui envoie des taxis, quoi. Ouais, ça tient pas la route, son excuse, mais bon. Et d'ailleurs, Harry remarque que les oreilles de Monsieur Weasley rougissent quand il dit ça, un peu comme les oreilles de Ron quand il est gêné.
Je trouve que les hommes devraient tous avoir les oreilles qui rougissent quand ils disent des mensonges. Ça serait beaucoup plus simple à détecter. Pourquoi tu me regardes de façon insistante quand tu dis Par ça? réflexe. Ça serait bien, hein. Ça serait bien. À la fin du repas, tout le monde est bien rassasié, tout le monde a bien mangé, tout le monde a bien bu, tout le monde a la peau du ventre. Bien Bien entendu. tendu. Merci. Et chacun monte dans sa chambre pour préparer sa valise. Au moment où Harry a fini de faire la sienne, il entend Ron et Percy se chamailler dans la chambre voisine qu'ils occupent ensemble. Alors Harry il va voir ce qui se passe et Percy lui explique que son insigne de préfet en chef a disparu et il accuse naturellement Ron de lui avoir volé. Mais Ron il se défend et d'ailleurs lui il trouve plus le réconfortant de Croutard. Harry se propose de descendre au bar pour voir si il trouve quelque chose. Descendre au bar. Descendre au bar. Quelle douce phrase. Ah oui. Et je trouve que Percy, pour quelqu'un de très intelligent, penser à Ron dans un premier temps, c'est pas C'est vrai. son moment le plus brillant, quoi. C'est pas celui qui le harcèle le plus, quoi, dans la famille, quoi. Il peut Non, peut-être- bah après, je pense que Ron le chambre un peu et fait comme ses frères, mais ouais, moi, je suis Percy Weasley, mon insigne a disparu, mon premier réflexe, c'est putain les jumeaux, quoi. Oui, c'est Ouais, sûr. c'est clair. Mais là, il est persuadé que c'est Ron qui est dans le coup. C'est pour ça qu'il il refuse que Ron sorte de la chambre tant qu'ils n'ont pas trouvé l'insigne de préfet. Mais c'est vrai que c'est pas très clever à ce moment-là de Percy. Clever. Clever. Alors en descendant, Harry entend une autre dispute. Cette fois, les voix proviennent d'un petit salon où se trouvent Monsieur et Madame Weasley. Il freine d'abord sa curiosité et il continue son chemin, mais quand il entend son nom, alors là, c'est pas possible, il peut pas s'empêcher de jeter une oreille à ce qui se passe. Et j'ai une petite question pour vous, est-ce que vous auriez fait pareil, ou est-ce que vous trouvez Harry un peu trop curieux là sur ce coup-là? Non, j'aurais fait pareil. T'aurais fait pareil, toi? Toi, Lucas? Je pense que j'aurais fait pareil, puis surtout en plus, déjà que dans un premier temps, ils se disent je vais pas écouter, ça se fait pas. De la part d'Harry Potter, c'est déjà un bel effort. Oui, Ouais. c'est vrai qu'il Mais après, il moi, est très curieux. c'est vrai que oui, si j'étais passé à côté, que je les entends discuter, s'engueuler, j'aurais peut-être pas fait attention, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on parle de toi, oui, Ouais, c'est tu ça. tends une oreille quand Tu tends un même, peu quoi. plus l'oreille, ouais. Ouais, c'est ça, c'est que parce que c'est les parents de son meilleur ami. Ils se disputent. Je suis sûr que toi, Marina, même si t'entends pas ton nom, tu colles une petite oreille. Non, non. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, non, je sais pas. Non, c'est vrai que c'est délicat comme situation. Genre, t'as les parents de ton pote, tu vois, qui. Et t'entends, t'es là, tu fais j'écoute pas. Ouais, Ah, mais le problème, c'est que si j'entends ça, même contre ma volonté, je vais tendre l'oreille, tu vois. Oui, oui, oui. C'est Ouais. mon corps qui prend le dessus par rapport à mon cerveau. Mais c'est vrai qu'Harry est particulièrement curieux, quoi. Hein, donc, mais c'est vrai que comme dit Lucas, je suis d'accord, c'est déjà un bon move de se dire bon, ok, j'y vais pas. Mais en fait, il fait marche arrière dès qu'il entend son nom. Donc, bon, je pense qu'on peut pas blâmer Harry pour ça. Après, moi, c'est pareil, tu vois, je m'arrêterai pas. Enfin, si j'entends mon prénom, je fais demi-tour, mais par contre, si j'entends des gens s'engueuler, je m'arrête pas pour écouter. Par contre, je tends l'oreille tout le temps de mon trajet pour en entendre le maximum. Voilà. T'as la conscience Sans que- tranquille, mais en même temps, si tu peux choper C'est ça. quelques En même infos. temps, tu dis, bon, j'écoute pas aux portes, mais bon, ils gueulent, c'est pas de ma faute, quand même. Tu vois. Exactement. Et donc, Harry entend Arthur rétorquer à sa femme que c'est absurde de ne rien dire à Harry, malgré ce que pense Fudge. Mais Molly lui répond que Harry ne doit pas savoir, autrement, il serait terrifié. Arthur lui explique que ce serait pas pour lui faire peur, mais plutôt pour le mettre en garde, en fait, lui et Ron, vu comment ils ont tendance à attirer les ennuis sur eux. Sauf que cette année, c'est impossible pour Harry de faire ce type d'aventure, déjà qu'il a eu la chance d'avoir survécu le jour de sa fugue. Ça me rappelle un peu des discussions qu'on aura dans l'Ordre du Phénix, tout le débat de est-ce qu'on doit dire à Harry les plans de l'Ordre du Phénix ou pas, et Molly va avoir cette même réaction protectrice, non, c'est un enfant, il faut le protéger, il faut rien lui dire. Je trouve que c'est un peu la même chose qui se passe là, en fait, entre Arthur et Molly. C'est son instinct de maman, en fait, Oui. surprotectrice, qui prend le dessus. Arthur ajoute que oui, Sirius Black est peut-être fou, mais qu'il a été assez intelligent pour s'échapper d'Azkaban,
et pour être resté introuvable jusqu'alors. Et d'ailleurs, ils pensent qu'ils sont pas prêts de lui mettre la main dessus. Molly, quant à elle, elle campe sur ses positions et elle affirme que de toute façon, Poudlard est un lieu sûr et que ce n'est même pas certain que Sirius Black en veuille vraiment à Harry. Et là, je suis désolé, mais Poudlard, un lieu sûr. Enfin, je veux dire, c'est un lieu sûr où Harry, il affronte chaque année Voldemort quand même depuis ses 2 années de scolarité. Moi, je pense qu'elle veut surtout dire qu'à Poudlard, c'est pas Sirius qui risque de tuer Harry, c'est tout le reste. C'est ça. Après, techniquement, il a affronté de Voldemort. Ah non, ça marche pas, mon argument. J'ai qu'une seule fois. Mais non, parce qu'il a affronté Voldemort à travers Quirrell, la première année. Et la deuxième année, il a affronté le souvenir de Voldemort. Donc en fait, jusqu'au 4e, il affronte pas vraiment Voldemort. Et la 3e année, on verra par la suite, mais ça sera pas Voldemort. Ouais, donc elle a à moitié vrai, à moitié faux. Mais en même temps, Harry a été en danger chaque année, quoi. C'est clair. Donc, un lieu sûr, de là à dire Poudlard, c'est un lieu sûr, j'ai pas l'impression, quoi. Mais je pense que... Je suis pas sûr qu'elle y croit elle-même. Après, les sorciers ont toujours une notion du danger qui est différente de la nôtre, quoi. Je veux dire, quelque part, c'est un peu normal que Harry soit en danger. Enfin, mais bon, je pense que l'argument tient pas trop, quoi. Oui, puis c'est un truc qui revient souvent à travers la série, où ils disent souvent, de toute façon, les élèves, ils seront jamais plus en sécurité qu'à Poudlard et tout, et tu te dis, c'est quoi le monde des sorciers pour que le niveau de sécurité maximum, ce soit tout ce qui se passe à Poudlard sur toutes ces années, quoi. Ça fait peur. Ça fait peur. On peut n'a se pas la poser des même notion questions. du danger. Complètement. Alors Arthur commence à s'énerver, il tape du poing sur la table, il lui répète ce que Fudge ne veut pas faire fuiter dans la presse. Sirius Black est obsédé par Harry au point de répéter dans son sommeil depuis quelque temps « Il est à Poudlard, il est à Poudlard ». Alors il y a un silence avant que Molly dise à son mari que de toute façon il peut faire ce qu'il croit être le mieux, mais elle est persuadée qu'avec Dumbledore, rien ne peut de toute façon arriver à Harry à Poudlard. Mais là, encore une fois, je suis désolé, mais Dumbledore ou pas, ça a pas empêché Harry d'être en danger les 2 années précédentes. Oui, puis c'est surtout Dumbledore qui le met en danger, hein. Oui. Finalement, oui. Parce que c'est même dit dans le premier que finalement Dumbledore, il a laissé des indices en mode « Oh si, allez-y quand même, vous trois, je suis sûr que vous allez pouvoir faire quelque chose. » Ils avaient 11 ans, quoi. Ah oui, clairement, il laisse faire. En tout cas, dans le premier, c'est sûr, quoi. Dans le deuxième, c'est peut-être un peu plus ambigu, parce qu'il est écarté de Poudlard, etc. Mais dans le premier, complètement, il laisse faire, il donne la cape d'invisibilité à Harry, c'est « Vas-y, mon gars, hein, vas-y, découvre la vérité par toi-même. » Déjà à 11 ans. Ouais, complètement. Arthur rebondit sur Dumbledore en expliquant qu'évidemment, Dumbledore est au courant de la situation et qu'il a accepté à contre-cœur que les gardiens d'Azkaban surveillent les entrées de l'école. Parce que il les aime pas beaucoup, Dumbledore. Et d'ailleurs, Arthur non plus, mais il promet de ne plus jamais rien dire contre eux s'ils parviennent à capturer Black. Alors qu'il entend des chaises bouger, Harry, il s'empresse de filer vers le bar avant que Arthur et Molly sortent de la pièce pour monter se coucher. Et il trouve rapidement le réconfortant de Ron sous une table, puis il monte à son tour l'escalier. Alors sur le chemin, il tombe sur Fred et George, tapis dans le couloir, qui sont en train de pouffer de rire en écoutant la dispute entre Percy et Ron, parce que oui, en fait, ce sont eux qui lui ont volé son insigne pour changer les lettres en Roquet en chef. Alors perso, ça m'a jamais fait rire. Ouais, Roquet en chef. C'était un petit truc de traduction. C'est plus drôle en anglais. Ouais. Je pense qu'en anglais, ça marche mieux, parce que Roquet en chef... ok. Après s'être forcé à rire et avoir donné le flacon à Ron, Harry s'enferme dans sa chambre pour réfléchir à ce qu'il vient d'entendre. Donc tout s'explique, c'est pour ça que Fudge l'a épargné après l'incident avec la tante Marge. Pour ça aussi que 2 voitures venaient les chercher pour aller à la gare le lendemain. Mais malgré ça, Harry a l'impression de ne pas avoir aussi peur que ça. Parce que comme l'a dit Madame Weasley, lui aussi pense qu'avec Dumbledore, Poudlard est un des endroits les plus sûrs. Bon, je trouve qu'Harry, il est un peu comme Molly, il est un petit peu amnésique, mais bon, passons. Après, c'est vrai que c'est un des endroits les plus sûrs par rapport au chaudron baveur, Oui. par rapport à d'autres endroits, par rapport au terrier, etc. Oui, c'est sûr. Oui, non, mais oui, c'est exactement ce que disait... C'est le moins dangereux. Oui, c'est ça, c'est ce que disait Lucas. En fait, Oui. c'est le moins dangereux, mais c'est pas le... C'est bizarre de dire c'est l'endroit le plus sûr, en sachant que l'endroit est pas si sûr que ça. Et puis, Dumbledore, il est le seul à avoir fait peur à Voldemort. Alors pourquoi se soucier plus que ça de son bras droit ? Sans compter ces fameux gardiens d'Azkaban qui semblaient vraiment terrifiants et qui vont garder eux aussi le château.
Donc là, même là, on a la psychologie d'Harry qui se dit, ouais, ils ont l'air de faire peur, et alors pendant que lui, en fait, il sait pas ce que c'est, en fait, ces fameux gardiens d'Azkaban. Et à la relecture, c'est hyper intéressant de voir ça. Et là, à ce moment-là, le truc qui embête le plus Harry, et ça montre bien son côté adolescent, c'est que il se dit, le pire dans tout ça, c'est que je suis pas prêt d'obtenir mon autorisation d'aller à Préolard cette année à Poudlard. Ça me fait penser dans le chapitre précédent quand Fudge lui dit non mais t'es pas puni, non mais tu peux rester au chaudron baveur et puis tu vas rentrer à Poudlard comme d'habitude. Et là Harry il est un petit peu choqué, mais il en profite quand même pour demander mais monsieur le ministre, vous pouvez pas signer mon autorisation pour aller à Préolard du coup. Le forceur. Et là il pense à nouveau à ça. Mais je trouve que c'est bien senti de la part de J.K. Rowling parce que c'est très ado ça, tu vois, c'est genre ouais, faut d'accord la mort et tout, je suis peut-être en danger de mort, mais moi ce qui m'embête le plus c'est que je vais pas aller à Préolard quoi. Allongé sur son lit en regardant le plafond, Harry se dit aussi que finalement il a déjà échappé 3 fois à Voldemort jusqu'à présent et qu'il est donc déjà capable de se débrouiller tout seul. Il se met aussi à penser à la bête obscure, le présage de mort qu'il avait aperçu à Magnolia Crescent. Il dit alors à voix haute qu'il se laissera pas assassiner. Ce à quoi le miroir lui répond dans une voix endormie. Excellent état d'esprit, cher ami. C'est flippant ce miroir qui parle. Merci Jérémy pour ce résumé de chapitre. Merci Marina. Et merci Lucas pour ces interventions. Toujours aussi parfaites. C'est bon, t'arriveras à couper mon bug? Non, je le laisse, il est cool. Alors Lucas, il faut que tu saches que la tradition de renommage de chapitre n'est pas ma tradition préférée. À chaque fois, c'est assez compliqué pour moi de le renommer. Mais j'ai essayé quelquefois de dire à Jérémy, je sais pas si les auditeurs aiment bien ça, on pourrait peut-être la faire disparaître, mais Jérémy Non, ils aiment beaucoup. Voilà. Donc, chers auditeurs, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à le faire connaître à Jérémy pour m'éviter cette torture. Enfin bref, Jérémy, comment as-tu renommé ce chapitre ? J'aurais renommé le chapitre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 4. Il n'y a que la vérité qui compte. Harry ouvrira-t-il le rideau de Laurent Fontaine et Pascal Bataille ? Alors, j'ai qu'un mot. Pourquoi ? Quel est le lien avec ce chapitre ? C'est pas la ref. Bah, non, oui, il est un peu nul. Non, parce qu'il découvre la vérité, tu vois. Et quelque part, il n'y a que la vérité qui compte. Ok. La vérité qui compte, c'était une émission qui passait sur TF1 en deuxième partie de soirée dans les années 2000. Ouais, il y avait un rideau, qu'il fallait ouvrir si tu voulais reconnecter avec la personne ou quelque chose comme ça. Et ça revient sur Facebook Watch, ça spam de fou, cette émission revient sur Facebook en ce moment. Non mais tu loupes rien, Lucas. Mais désolé. C'est quelques trucs assez cultes. C'est pas la ref, mais pas du tout. Et toi, Marina, ton renommage de chapitre ? Je l'ai pas fait. Non, je plaisante. Bah. Ta tête. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 4, Sunday et Révélation. Oh. Et toi, c'est pas mal. Et toi, Lucas, est-ce que t'as un truc en tête ou pas ? Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 4, 19 mai, réouverture des terrasses. Au chemin de traverse. Jérémy, quel a été ton meilleur personnage pour ce chapitre ? Eh ben, si je devais retenir qu'un personnage, moi je choisirais Arthur. Okay. Arthur Weasley. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas débattu sur le débat qu'ont Arthur et Molly, mais moi je suis complètement d'accord avec Arthur en fait sur ce coup-là, parce que j'aime bien le fait qu'il envisage de passer outre les recommandations du ministre en fait de Fudge, et j'aime bien qu'il veuille prévenir Harry, parce que en fait c'est pas pour lui faire peur qu'il a envie de lui dire, ou parce qu'il le croit assez mature pour affronter Sirius Black tout seul, c'est pas du tout ça, c'est parce que il sait que Harry il est du genre aventurier, et qu'en fait il vaut mieux le mettre en garde. Et je trouve ça assez sage en fait comme position. C'est bon, écoute, t'es en danger là, joue pas trop à l'aventurier. Voilà, je trouve qu'il a bien cerné Harry
Ron et Hermione aussi, sur ce coup-là. Comme quand, en fait, il va faire promettre un peu plus tard à King's Cross il va faire promettre à Harry de pas retrouver Black, comme s'il savait déjà que Harry il allait le faire, et c'est exactement ce qui va arriver d'ailleurs. Parce que quand Harry va apprendre toute la vérité, il va avoir qu'une envie, c'est de se venger sur Black. Enfin, moi, je suis 100% avec Arthur sur ce coup-là et pas avec Molly. Mais voilà, c'est pour ça que je retiendrai Arthur Weasley. Et toi, Lucas, est-ce qu'il y a un personnage pour toi qui s'est détaché dans ce chapitre? Je suis assez d'accord avec Jérémy pour Arthur, parce que c'est vrai que c'est celui qui est le plus clairvoyant là-dessus. Mais si je devais en choisir un autre, ça serait la tortue. Recouverte de diamants, parce que enfin c'est vraiment le truc bling bling. Vraiment, quand t'achètes ça, c'est l'équivalent d'avoir une panthère dans ton jardin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et toi, Marina, si tu devais choisir un personnage? J'ai choisi Harry parce que pour la première fois de sa vie, il adore sa vie en dehors de Poudlard et kiffe vraiment sa vie avec ses petites journées qui commencent au chaudron baveur et il fait ses devoirs en toute liberté sur la terrasse, il explore les boutiques, ils sont un peu libérés, bon bah jusqu'à la fameuse dispute qu'il entend entre Molly et Arthur où il découvre qu'il y a encore quelqu'un qui veut le tuer. Mais jusque-là, il fait vraiment sa vie. Donc Harry, parce que ça fait du bien de le voir un peu heureux et pas en colère ou triste. Oui, puis je pense que ça lui fait du bien, parce que c'est vrai que à Poudlard, ils sont toujours tous ensemble. Les vacances d'été, il est avec les Dursley qui détestent. Et là, pour une fois, il peut avoir plusieurs jours pour lui tout seul. Ouais, c'est ça. Et faire ce qu'il veut. Et je pense qu'il prend beaucoup de plaisir, en fait. Hein. Ça doit être ses meilleures vacances d'été, d'ailleurs. Et avoir une vraie vie de pré-ado aussi. Oui, Ouais. complètement. Et il est temps, toujours en compagnie de Lucas, de passer désormais à la volière. Une volière 100% sonore cette fois, et on commence par un premier hibou, celui d'Aurélie. Hello Marina et Jérémy, déjà contente que vous soyez de retour, j'espère que vous allez mieux depuis votre séjour à Sainte-Mangouste. En tout cas contente que la fréquence 9-3/4 reprenne, ça m'a pas mal manqué donc plutôt cool que ça recommence. J'avais un petit bout à vous transmettre car j'ai une question qui m'est venue en lisant le 2 là dernièrement. C'était concernant le conseil d'administration de Poudlard. On en parle pas mal donc dans le 2 au moment notamment donc de la suspension de Dumbledore et de l'envoi d'Hagrid à Azkaban. Mais c'est vrai qu'on sait peu de choses finalement sur ces fameux membres. On sait qu'il y a Lucius, mais sur les autres on sait pas trop. Donc et pourtant finalement ils ont quand même un rôle important dans l'organisation de l'école. Mais on n'en parle pas tellement et notamment au moment dans le 5 de l'arrivée de Ombrage, du fait qu'elle soit la grande inquisitrice et tout ça. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, si vous aviez vous lu des infos à ce propos. Donc voilà, merci d'avance pour votre réponse et à bientôt. Et dernière petite chose, Dijon ça déchire et la rocade c'est hyper important, donc on se moque pas de la rocade. Merci pour ce final, Aurélie. Tu as tout à fait raison. Vive Dijon. La rocade. Hommage à Stan Rocade, évidemment. Merci Aurélie pour ton hibou. Alors, est-ce qu'on a plus de détails sur le conseil d'administration de Poudlard ? Pas vraiment, j'ai essayé de regarder un peu à droite à gauche, mais on sait assez peu de choses. J'ai un peu listé les infos qu'on a. Donc on sait qu'il est composé de 12 sorcières et sorciers. Et le conseil a le pouvoir de désigner le directeur, ce qui est assez important parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça marche, mais comment un directeur est élu à Poudlard. Bon, on sait que c'est le conseil d'administration qui font ça, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Un peu comme le ministre de la Magie d'ailleurs. On sait qu'il est élu, mais comment ça reste un mystère. Donc il a le pouvoir de désigner le directeur de Poudlard. Le conseil a aussi le pouvoir de fermer l'école.
Et même si c'est pas aussi puissant que le ministère de la Magie, parce que Aurélie, tu cites Ombrage, et on voit très bien que le ministère de la Magie, ils n'ont pas attendu l'approbation du conseil d'administration pour mettre Ombrage en tant que grande inquisitrice. On sait aussi que le conseil d'administration, il reçoit des éventuelles réclamations des parents d'élèves. Donc, parce qu'au début, moi, je voyais ça un peu comme l'association des parents d'élèves, le conseil d'administration, mais c'est quand même un truc au-dessus. C'est-à-dire que, en fait, si en tant que parent d'élève, tu veux remonter une information ou un problème, en fait, tu l'envoies au conseil d'administration, par Et je exemple. pense qu'ils ont un pouvoir de sanction. Ouais, je pense aussi. Et voilà, mais sinon, les moments où on va évoquer à nouveau le conseil d'administration, ça va être dans le 3e tome qu'on est en train de faire en ce moment, puisque évidemment Lucius va à nouveau abuser de son influence pour faire exécuter Buck. Voilà, ce petit salaud. Euh, Ah aussi, petite anecdote, on apprend que dans les contes de Biddle le Barde, Lucius a demandé au conseil d'administration d'enlever le conte de la fontaine de la bonne fortune dans la bibliothèque de Poudlard, parce que l'histoire met en avant, entre autres, une relation amoureuse entre une sorcière et un chevalier moldu, et ça, il est hors de question. C'est contre nature. C'est contre nature. Donc voilà, mais on sait assez peu de choses. Ça a un pouvoir quand même, mais pas aussi important que celui du ministère. Et Lucius parasite énormément ce conseil d'administration pendant toute la scolarité, ça c'est sûr. Je crois que c'est même dit qu'il les menace ou les soudoie pour finalement leur faire dire ce qu'il a envie d'entendre, quoi. C'est ça, c'est Dumbledore qui dit ça, qu'il a reçu en fait des plaintes des autres membres, comme quoi il les aurait menacés si jamais ils votaient pas contre l'exclusion de Dumbledore dans la chambre des secrets. Ouais. Comme dans Koh-Lanta. Et là, Vincent est arrivé pour rectifier le tir. I don't want this. C'est Koh-Lanta en fait, le conseil d'administration, il y a des stratégies. I'm here, bitch. Oh là là, les références. Quelle culture. Et nous passons au hibou sonore de Léo. Salut Fréquence 9 3 quarts. Alors tout d'abord, je voulais dire que j'adorais votre podcast que j'écoute tous les samedis. Et que je suis actuellement en train de refaire la relecture de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et du coup, ce que je fais, c'est que d'abord je lis le chapitre et ensuite j'écoute votre podcast, je réécoute votre podcast. Et lors de ma relecture sur le chapitre 3, le terrier, je me suis demandé pourquoi la famille Weasley ne faisait pas le sortilège pour agrandir l'intérieur de leur maison comme ils le font dans Harry Potter et la Coupe de Feu avec les tantes lors du match de Quidditch au tout début. Donc je me demandais, et après c'est tout simplement parce que peut-être que J.K. Rowling n'y avait pas encore pensé, mais voilà, je voulais savoir si vous aviez la réponse. Voilà. Merci Léo pour ton hibou sonore. Alors justement, si tu visualises un peu le terrier, c'est une maison qui est assez haute et toute biscornue. Et elle est comme ça justement parce que les Weasley l'ont agrandie au fur et à mesure, avec pas grand succès. Et je pense qu'ils l'ont plutôt agrandi en hauteur et pas en largeur, donc ça donne une sorte de tour de Pise façon sorcière. Voilà. Jérém, Lucas, vous avez quelque chose à ajouter ? Moi, je me suis demandé, est-ce que les Weasley en ont vraiment besoin, déjà, d'agrandir l'intérieur de leur maison par magie ? Ouais, parce que c'est une maison qui est assez atypique en soi. Je sais pas s'ils ont besoin de plus de place. Mais en fait, je pense qu'au départ, elle n'était pas si haute, cette maison. Ouais. Et au fur et à mesure qu'ils ont eu leurs enfants, ils l'ont agrandie en hauteur, en fait. Et vu l'aspect de leur maison, je pense que pour agrandir une maison avec succès, faut peut-être avoir une certaine maîtrise de ce sortilège, parce que c'est assez... je sais pas, peut-être que pour les Weasley, c'est réussi, mais je pense que c'est un peu raté, leur agrandissement façon architecturale. Ouais, j'aime bien le fait que ça soit une petite maison empilée comme ça, qui tient que par la magie. Je trouve que ça a du charme, donc ça serait un peu dénaturer l'âme de la maison de la rendre plus grande par magie. Et puis je me demande tout simplement si c'est possible en fait, parce que c'est possible dans un petit
espace comme une tente, mais est-ce que tu peux agrandir une maison? Bah, justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Je pense que les étages, Ah bon, ton... C'est ce que je suis en train de me dire. les étages, en fait, ont été ajoutés par magie, je pense. Au Oui. fur et à mesure que les enfants sont nés, donc c'est possible. Oui, mais en fait, c'est pas... comment dire? Parce qu'en fait, dans la tente, en fait, la tente est toute petite, mais à Ah, tu l'intérieur, c'est parles en immense. largeur, Oui, ok, oui. d'accord. Et en fait, je me demande, parce que c'est possible sur une tente, mais est-ce que c'est possible à l'échelle d'une maison? Ok. Tu vois? Ou peut-être qu'il faut savoir maîtriser vraiment ce sortilège pour pouvoir agrandir une maison comme ça. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est vu que c'est un sortilège maintenu, sur une tente, c'est pas grave. Si un jour tu rentres dedans et tu te rends compte que bah, finalement, elle fait la taille d'une tente, dans la maison où tu vis, si jamais le sort, un moment, il lâche ou quelque chose, bah là, t'es clairement dans le pétrin. Et puis, c'est vrai que déjà, la maison, rien que de maintenir la maison debout et de faire des extensions, ça a été fait un peu n'importe comment. Et apparemment, c'est un peu bancal. Ça demande peut-être, ouais, un petit peu d'architecture. Il y a peut-être des sorciers architectes. Et ça doit coûter cher. Voilà. Mais en tout cas, le terrier, moi, c'est un de mes endroits magiques préférés. J'aime bien cette maison empilée par magie, comme ça. Enfin, j'aime beaucoup. Et effectivement, ça serait un peu dénaturer le lieu, en fait, de la rendre plus grande par magie. Et puis, effectivement, si t'as un problème sur ton sortilège, ouais, comme tu dis, Lucas, c'est quand même là Un où peu t'habites, embêtant. donc ça peut être très très embêtant. Oui. Allez, on passe tout de suite au prochain hibou sonore, celui de Juliette. Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. Marina, j'espère que tu t'es bien remise de tes séjours à Sainte-Mangouste et que tu n'as pas croisé le kart. J'ai une question. Quand, dans le premier livre, Hermione répare les lunettes d'Harry, elle ne reçoit pas d'avertissement de la part du ministère. Donc est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas encore officiellement à l'école, donc pas encore officiellement sorcière? Ou c'est juste un trou dans la narration? Merci. Bonne journée, j'adore ce que vous faites et j'espère être dans la volière. Merci Juliette, et bah tu vois, t'es dans la volière. Magnifique. Et oui, j'ai croisé le kart et il me laissait pas dormir la nuit. Il est très bruyant. En vrai, ça doit être terrifiant, le kart qui vient dans ta chambre comme ça. Ah non, je parlais par rapport au fuseau nord des nuits Oui. à Sainte-Mangouste. Oui, c'était un peu la même. Bah, pour répondre à ta question, en tout cas, Juliette, je pense qu'il y a tout simplement, il y a une tolérance en fait pour les sorciers qui sont pas encore scolarisés à Poudlard. Donc, un peu comme le sortilège que lance Ron sur Croutard dans Poudlard Express pour le rendre jaune. Donc, tant que les enfants sont pas scolarisés à Poudlard, ils peuvent pas être inquiétés pour des sortilèges qui lancent parce que on leur a pas appris encore à maîtriser la magie. Donc bon, après c'est un peu aux parents de faire attention, mais en tout cas ils peuvent pas avoir de problème d'ordre légal par rapport à ça. Et d'ailleurs, petite info. Après vérification, dans le livre, en fait, Hermione, elle répare pas les lunettes de Harry. Ça, c'est vraiment une invention des films. Un peu, et comme l'incantation Oculus Reparo, par exemple, c'est une formule magique qui n'apparaît jamais dans les livres. Ça a été inventé, en fait, par les films. Donc en fait, dans le Poudlard Express, il y a juste Ron qui tente de rendre Croutard jaune, mais Hermione ne répare pas les lunettes de Elle les Harry. répare pas du tout, elle fait pas. Il y a pas du tout mention des lunettes d'Harry qui sont cassées. Bah, pas dans le Poudlard Express, pas dans cette scène-là, en tout cas. Ok. En fait, pendant toute la saga, il a un vieux scotch à ses lunettes. Il pense jamais à les réparer. Oh, je pense qu'à un moment c'est fait quand même parce que par contre il répare d'autres trucs parce que le sort réparo tout court existe dans les bouquins si je me souviens bien. Donc je pense Oui, qu'à un réparo, moment il oui. va se dire si oui. Puis enfin je veux dire il y a un moment quand il voit la thune qu'il a à Gringotts il s'en achète peut-être aussi des nouvelles. C'est sûr. Mais bon, ça, c'était pas forcément assez intéressant pour l'indiquer dans le livre, Est-ce peut-être. qu'il y a une sécurité sociale sorcière et une mutuelle sorcière? Oula. Ah, ah. Parce que les lunettes, ça coûte cher. Bah j'espère parce qu'après l'attaque d'Arthur pour Nagini ils auraient dû revendre la maison sinon. Est-ce qu'il y a des opticiens mutualistes dans le monde des sorciers? Ah, ah. Allez, nous passons au hibou sonore de Rémi. Salut à vous deux. Voilà, j'avais une petite question à vous poser et une réaction également. Lorsque vous faisiez le premier tome, donc à l'école des sorciers, vous parliez de Dumbledore et de Harry et vous disiez que Harry était le pion de Dumbledore.
Et en fait, j'avais tiqué sur cette affirmation tout simplement parce que je suis fan de Dumbledore déjà, donc peut-être que je suis pas totalement objectif, mais pour moi, Dumbledore ne se sert pas de Harry dans le sens où je pense que il avait prévu que Harry survivrait à la fin et que le sacrifice de Harry n'était que la part de l'Horcrux, même si ça il l'a deviné peut-être plus tard. Mais en tout cas, il savait, je pense, que Harry pourrait choisir de revenir et que donc Harry ne mourrait pas complètement. Après, c'est ma entre guillemets théorie, c'est ce que je pense, et j'aimerais savoir si vous avez le même ressenti ou si pour vous vraiment Harry était juste un pion pour Dumbledore et que il en avait rien à faire de lui outre mesure et qu'il fallait seulement détruire Voldemort. Voilà. Et en tout cas, je voulais vous remercier pour votre podcast parce que vous êtes vraiment au top, vous êtes formidable et ça fait du bien de pouvoir écouter des choses comme ça sur Harry Potter, même encore aujourd'hui, des années après. Donc voilà. Merci à vous et continuez comme ça. Merci Rémi, ça nous fait extrêmement plaisir. Alors, est-ce que Dumbledore s'en fout totalement de Harry et pour lui c'était simplement un pion? Non, parce qu'il y a des sortes de, à mon avis, un sentiment un peu paternaliste qui... non, paternaliste c'est péjoratif, mais une sorte de... paternel plutôt. Une relation un peu père-fils entre... Ouais, c'est un peu compliqué en fait. Dumbledore... Il aime profondément Harry. Il aime profondément Harry, après... On ne pourrait pas définir comme un amour paternel. J'ai un peu du mal à le définir comme ça. Il aime profondément Harry, mais à sa manière, en fait. Est-ce qu'il a un pion pour Dumbledore? Oui, je le pense. Mais il y a des sentiments qui se sont, en fait, mélangés au plan de Dumbledore. Et après, même si Dumbledore avait anticipé le fait que Harry pourrait éventuellement choisir de revenir à la fin, c'est quand même prendre un risque énorme en fait, c'est mettre en danger la vie d'autrui et mettre en danger la vie d'un enfant dès le départ ou d'un adolescent en tout cas. Donc je trouve que c'est très très risqué comme stratégie et il faut vraiment être prêt à tout en fait pour aller jusqu'au bout de son plan, quitte à sacrifier la vie d'une jeune personne. Tu veux réagir, Lucas? Ouais, moi je suis assez d'accord avec Marina, mais d'un autre côté, je pense que là Dumbledore il retombe un petit peu dans ses travers de pour le plus grand bien. Mm-hmm. Et puis en plus, je pense que même, enfin, ça l'attriste un peu enfin, c'est sûr qu'il préférerait qu'Harry s'en sorte et tout, mais d'un autre côté, je pense qu'il aurait préféré aussi que Voldemort puisse vivre, qu'il y ait une solution pour arrêter Voldemort sans le tuer. Mais il y a un moment où il faut que quelqu'un prenne cette décision, et c'est une décision extrêmement désagréable, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et je pense que c'est aussi un sacrifice de la part de Dumbledore de se dire, ok, j'adore ce gamin, mais par contre, il y a un moment, il faut que ce soit fait, je prends sur moi, et je pense qu'il se déteste pour ça, Dumbledore, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et du coup, oui, pour moi, oui, il envoie, je crois que c'est Rogue qui dit qu'il l'envoie à l'abattoir. Après tout ce qu'ils ont fait pour le protéger, pour l'entraîner, ils l'envoient à l'abattoir. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut du coup mettre la vie d'Harry au-dessus de celle que toutes les vies que Voldemort aurait détruites si Harry ne s'était pas sacrifié? Ouais, la question que je me pose vraiment, je sais pas votre avis, mais est-ce que vous pensez que Dumbledore savait que Harry pourrait survivre si jamais il se sacrifiait? Est-ce que c'est quelque chose qu'il anticipe? Est-ce qu'il est sûr de son plan? Ou est-ce qu'il y va à l'aveugle? Tu peux être jamais sûr de ça. Bah oui, parce que comme le dit Dumbledore lui-même dans Les Limbes, la relation entre Harry et Voldemort, c'est tellement un cas unique dans le monde de la magie que ça n'obéit à aucune règle, quelque part. Et de là, je me dis, ça veut dire que Dumbledore pouvait pas anticiper tout. C'est pas possible. Et effectivement, je me demande la part d'anticipation de Dumbledore, mais on se la demande pendant toute la saga, mais à quel point il a pu anticiper ce qu'allait arriver. Très clairement, le but, c'était que Harry se sacrifie, parce qu'il faut que Harry se sacrifie, et il faut que Voldemort le tue. C'est le seul moyen pour tuer l'Horcrux, mais c'est le seul moyen pour tuer l'Horcrux en épargnant peut-être la vie de Harry. Mais ça, est-ce que Dumbledore, il est sûr de ça, ou est-ce que c'est un pari comme ça en l'air? J'ai beaucoup de mal à répondre
à la question de Rémi. C'est vraiment une question très complexe. Je crois qu'il y a une réponse. Il faudrait vérifier dans les livres, mais je crois qu'à un moment, Dumbledore, je me demande si c'est pas justement dans cette gare de King Cross, un petit peu les limbes là, où il dit je me doutais que ça pouvait arriver. Ouais. Et, et je crois que non, enfin, il a un peu piffé sur ce coup-là, mais bon, d'un autre côté, encore une fois, si ça permet de mettre fin à, enfin, de toute façon, une guerre, c'est des sacrifices, donc si ça permet de mettre fin à un règne de tyrannie, faut que quelqu'un le fasse, quoi. Ouais, pour le plus grand bien, comme tu dis. Mais- Donc tu serais du côté du plus grand bien, Lucas. Dans le cas d'une guerre, ouais. Enfin, là, dans ce cas-là, franchement, je pense qu'à la place de Dumbledore, j'aurais réagi de la même façon, à contre-cœur vraiment, parce qu'en plus mon côté pouf-souffle me dicte que non, enfin on va pas sacrifier une personne pour la vie des autres, mais là, enfin, dans une guerre, il y a des morts de toute façon, et bon, après il laisse le choix à Harry finalement, enfin oui, plus ou moins, mais ce qui est arrivé jusque-là, Harry, il avait le choix finalement de se dire non, on va essayer de trouver une autre solution, et c'est Harry qui décide de se sacrifier finalement. C'est pas Dumbledore qui l'attache à un poteau et qui dit à Voldemort tiens, je te le donne. Ouais. Quoi. Ah bah c'est l'ascenseur émotionnel, hein, parce que à travers les souvenirs de Rogue, Harry apprend qu'il doit se sacrifier, et là on a tendance à détester Dumbledore, à dire mais ok, tout ça pour ça, et une fois que Harry meurt, en fait non, il y a une autre possibilité. Harry peut revenir s'il le souhaite, et c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Après qu'il ait la part d'anticipation de Dumbledore, là c'est... Ouais. Parce que factuellement, ce qu'on sait, c'est que Dumbledore a pigé pour les Horcruxes à partir de la Chambre des Secrets avec le journal intime de Jedusor. Et là, il s'est dit, ok, c'est des Horcruxes. Et il s'est dit, et il n'y en a pas qu'un. Parce que vu comment il a traité son journal intime, ça veut dire qu'il y en a d'autres. J'ai tendance quand même à penser, mais c'est presque, je pense qu'on peut considérer ça comme un fait, que c'est à partir de l'Ordre du Phénix que Dumbledore comprend que Harry est un Horcrux. Parce que quand il attaque Arthur Weasley à travers Nagini, il y a ce moment un peu étrange où il réfléchit à voix haute et il dit oui, naturellement, mais séparés dans leur essence. Et là, et je pense que c'est clairement à ce moment-là qu'il comprend que Harry est un Horcrux et que ça va être encore plus compliqué que ce qu'il avait pu envisager. Mais à part ces faits-là, connaissance des Horcruxes et connaissance de Harry en Horcrux à partir de l'Ordre du Phénix, c'est très dur de se mettre dans la tête de Dumbledore. C'est très dur. D'ailleurs, je reviens rapidement sur l'ascenseur émotionnel. Je sais pas si je vous avais déjà raconté cette petite anecdote où moi j'ai été spoilé justement de ça. Oui. Non. Mais en plus par M6, sur un journal télévisé sur M6, où en gros ils annonçaient la sortie des Reliques de la Mort et qu'à la fin la voix off a dit un petit truc, mais que les lecteurs se rassurent, notre héros à lunettes ne meurt pas, un truc dans le genre. Tu vois. Non mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui est parti en prison pour ça. Ah bah j'espère vraiment, parce qu'en plus c'était vraiment la grosse question, c'est est-ce que Harry Potter meurt quoi. C'est pas sur M6 ou France 2 où on a vu les archives d'un reportage pour la sortie d'un des livres ou d'un des films d'Harry Potter et c'est Harry Potter. On savait pas forcément le dire, hein, même à la Ouais, sortie du l'époque, dernier. ouais. Mais je me souviens, il y avait toute une psychose de la part des fans qui, le jour de la sortie du livre, c'était je prends le livre et je me ferme, je me coupe du monde parce que j'ai pas du tout envie qu'on me spoil. Ouais, complètement. Les forums de théorie et tout. Ah ouais, ça par contre c'était la bonne époque. Et ce qui est passionnant, c'est que quand on savait pas encore la fin, on avait plein de théories. Mais encore aujourd'hui, quand la saga est terminée, c'est pour ça qu'on est capable de faire des podcasts qui durent des heures. C'est que on a encore plein de théories parce que on n'a pas forcément toutes les réponses en profondeur, en tout cas, et notamment sur les intentions de Dumbledore. Et je passerai ma vie à en discuter, ça c'est sûr. Enfin, je pourrais en tout cas. Ouais, je pense que je pourrais t'accompagner. Tant qu'il y a de la bière, je suis là. Tant qu'il y a de la bière et du Harry Potter, on est là. Exactement. Faudrait ouvrir un bar bière et Harry Potter and bière, un truc comme ça. Oh bah ça existe, il y a des bars à thème. Ouais. On passe à un prochain hibou, cette fois celui de Mawinou. Bonjour la fréquence.
J'espère que vous allez bien. Un petit message pour vous dire que je suis super contente de votre retour. Et j'avais une question par rapport au premier livre et film de Harry Potter, où au moment où Harry rencontre le professeur Quirrell dans le premier livre, il est bien écrit que Quirrell saisit la main de Harry pour lui serrer la main. Et on sait très bien qu'à la fin, c'est le contact qui tue Quirrell par le pouvoir de la protection de la mère de Harry. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport au fait que... Est-ce que Quirrell est parti entre le jour de la visite du chemin de traverse de Harry et la rentrée et a fait la rencontre de Voldemort à ce moment-là? Ou c'est encore un petit problème dans le temps ou une incohérence de la part de Rowling, ou est-ce qu'il y avait eu le temps entre ce jour-là et la rentrée, qu'il aille en Albanie et qu'il fasse la rencontre de Voldemort à ce moment-là. Voilà, merci beaucoup et super, je suis ravie de votre retour et j'ai hâte d'en écouter plus. Bonne continuation. Merci Mawinou pour ton hibou et tes encouragements, ça fait plaisir. Alors, effectivement, dans le livre, Quirrell, il serre la main de Harry, mais en fait, il explique à la fin que Voldemort a pris possession de son corps, ou plutôt de l'arrière de sa tête, je sais pas comment le dire, après précisément son échec à Gringotts. Donc, il n'y a pas d'incohérence de ce côté-là, malgré ce que pourrait suggérer le film d'ailleurs, parce que dans le film, il fait « Ah non, 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 je vous serre pas la main ». Donc en fait, le film, en plus, il a déjà son turban, en fait, au chaudron baveur. Donc en fait, ça suggère que Quirrell est déjà possédé par Voldemort dans le film et qu'il peut pas toucher Harry. Mais en plus, pour moi, ça colle pas parce que je vois pas pourquoi il éviterait de toucher Harry parce qu'il est censé pas savoir qu'il peut pas le toucher. Enfin bref, j'aime pas trop cet ajout du film parce que pour moi, ça fait pas trop de sens. Mais en tout cas, dans le livre, effectivement, il lui serre la main, mais parce que Voldemort prend possession du corps de Quirrell juste après. Et je pense pas que Quirrell ait besoin de... Il y a pas de voyage en Albanie ou quoi que ce soit. C'est un truc qu'on sait pas, mais en fait Voldemort est là quoi. Même s'il il possède pas le corps de Quirrell, il est à ses côtés. Alors on sait pas exactement sous quelle forme, mais en tout cas pas d'incohérence. Je sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Du tout. Tu as tout dit, mon cher ami. Bah, moi, j'ai juste un petit truc à ajouter, c'est que c'est vrai que du coup, le turban, il l'a pas normalement au chaudron baveur, puis il l'a ensuite à la rentrée, mais ça veut dire que quand même, cette histoire il y a de l'ail dedans pour éloigner les vampires parce qu'il a peur depuis qu'il a rencontré un vampire. C'est-à-dire que son voyage où il a rencontré un vampire, c'était peut-être au mois d'août, du coup. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est dit dans le livre. Ouais. Ça suggère, oui, que c'est une rencontre récente. Enfin, c'est sûrement un mensonge éhonté. Hein, bah mais... oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, enfin, c'est l'excuse qu'il se donne. Mais du coup, je pense que c'est une histoire qu'il invente et qui situe peut-être justement l'été dernier. Enfin, l'été avant la rentrée. Pour justifier pourquoi il porte un turban soudainement à la rentrée, quoi. Allez, il est temps de conclure la volière avec un dernier hibou, celui de Margot. Bonjour Marina, bonjour Jérémy, je suis ravie de vous retrouver sur les ondes. Une petite question, aujourd'hui je suis en train de réécouter, d'ailleurs c'est la première fois que je l'écoute en livre audio, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, qui est un de mes tomes préférés. Et dans le passage où Dumbledore et Harry sont dans la caverne, que Dumbledore vient de finir de vider la potion pour pouvoir récupérer l'Horcrux, il réclame de l'eau. Et Harry va tenter d'utiliser le sortilège Aguamenti pour remplir la coupe et lui donner à boire. Et là, je me pose une question par rapport à cette fameuse loi de Gamp sur les particules élémentaires qu'on découvre dans le 7, si je dis pas de bêtises. Comment est-ce qu'un sortilège peut produire de l'eau alors que finalement il devrait la faire venir d'ailleurs ou la transformer si on en croit cette loi? Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur les ondes. Bye bye. Merci Margot pour ton hibou, et je dois dire qu'avec ta question je sèche un peu complètement pourquoi l'eau ne ferait pas partie des exceptions de la loi de Gamp, parce qu'on sait que la nourriture en fait partie, donc c'est la seule exception qu'on connaisse vraiment qui a été citée dans le livre.
Et pourquoi on pourrait faire apparaître de l'eau et pas de la nourriture? Et j'avoue que je sèche complètement sur cette question. Est-ce que Jérémy ou Lucas, vous avez une petite idée pour répondre à Margot? Place à l'invité, honneur à l'invité. D'accord. Bah, moi, j'en ai parce que c'est un sujet qui est souvent abordé dans tout ce qui touche à la magie, notamment dans, par exemple, Avatar, où en fait, Avatar, le dernier maître de l'air, où en fait, de l'eau, il y en a toujours autour de nous. Il y a toujours un taux d'humidité dans l'air qui fait que c'est toujours possible de trouver de l'eau. Le plus dur, c'est de la concentrer, en fait, de concentrer toute l'eau qui est présente autour de nous. Après, je pense que du coup, ça fait que l'air est super sec, donc je vous conseille une crème hydratante juste après. Avec un code promo? Bah, du code promo, non, je sais pas. Je fais Code pas de promo placement de eczéma, produit. c'est parti. Et du coup, non, mais par contre, et aussi, sinon, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai imaginé un genre de citerne au ministère de la magie qui est rempli régulièrement pour le sort Aguamenti, parce que quand même, enfin, la vie, l'eau, c'est quelque chose qui est hyper important dans la vie, et que du coup, pour éteindre un incendie, pour pas mourir de soif, il y a peut-être une réserve au ministère de la magie remplie d'eau pour les sortilèges Aguamenti lancés un peu partout en Grande-Bretagne. Ouais, ou comme tu dis, il y a un peu de l'eau partout aussi. Et je sais pas, par exemple, en Écosse, là où si tu Poulard, l'air est très humide. Mais ouais, Et là, par ils contre, sont l'idée dans de la une citerne, caverne au elle est milieu de la drôle. mer, hein. Oui, puis il y a la mer, complètement. Donc c'est vrai que l'eau, il y en a un peu partout. Donc c'est pour ça que j'ai... Pardon. Non, vas-y. Notamment, c'est une bêtise, notamment à Dijon avec le microclimat, où la pluie est partout. À Dijon, il n'y a pas ce problème. Non, on n'a pas ce problème. Mais c'est pour ça que j'aurais tendance quand même à penser que l'eau n'est pas une exception de la loi de Gump, parce que le sortilège Aguamenti, enfin en tout cas le sortilège Aguamenti n'est pas concerné par ça, parce que tu crées pas de l'eau. Je pense que tu la déplaces. Genre tu prends de l'eau qui se situe quelque part, que ça soit dans une citerne du ministère de la magie, ou que ça soit dans l'air ou dans les océans, et tu la resitues en fait au bout de ta baguette magique. Mais je pense pas que tu la métamorphoses, tu la crées pas en fait. Ouais, mais une pomme, c'est pareil, il y en a forcément dans le monde une pomme. Et bah pour le coup, tu peux pas faire sortir une pomme de nulle part. Parce que là, la loi de Gomme dit clairement que c'est pas possible. Oui, mais comme l'eau. Enfin, c'est comme l'eau, si elle est présente quelque part, tu la fais bien venir. Enfin, la pomme, il y a une pomme sur un pommier quelque part dans le monde. Tu la crées pas de nulle part. Ah, mais dans ce cas-là, il y a une fois sur deux où ta pomme, elle est déjà croquée quand tu l'as fait apparaître. Ou pleine d'asticots. T'as piqué le goûter du pauvre gamin de 4e B qui avait que ça à manger, quoi. J'aime bien cette idée, tu vois. Le gamin qui s'apprête à croquer dans la pomme, là, et elle disparaît. Non, c'est pour ça. Peut-être que l'eau fait partie des exceptions. On n'en est pas sûr, mais peut-être. Mais en tout cas, le sortilège Aguamenti, je pense pas qu'il soit concerné par ça, parce que tu métamorphoses pas quelque chose en eau où tu crées pas de l'eau, en fait. Je pense que tu déplaces de l'eau. Or, c'est comme si... En fait, tu peux faire apparaître de la nourriture. Je pense que tu peux faire apparaître de la nourriture. Par exemple, si... Imaginons, t'es à Poudlard. Je pense que si t'as de la nourriture ailleurs, je pense que tu peux la faire apparaître à Poudlard. Un peu comme dans la grande salle, comment les plats apparaissent alors que les cuisines sont juste en dessous. Mais tu peux pas la créer de rien, par contre. Et oui, sans doute que l'eau fait partie des exceptions, parce que je pense pas que tu puisses créer de l'eau à partir de rien. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est cohérent qu'on crée n'importe quoi de rien? Ouais, c'est très philosophique. Non, mais ça part loin. Non, mais tu peux partir très très loin. Mais après, bon, c'est la magie, hein, voilà. Mais est-ce que quand ton sortilège Aguamenti réussit, tu dis l'eau, elle. Comme Kirikou. Kirikou est petit. Mais par contre, moi, du coup, je me pose la même question finalement dans le quand Hagrid fête la mort d'Aragog avec Slughorn et que Harry remplit les bouteilles de vin. Ouais. Alors ça, c'est dit que tu peux multiplier la nourriture, mais que tu peux pas la créer. Mais du coup, la multiplier, c'est quand même faire venir de la bouffe de nulle part. Oui, non, mais c'est pour ça que ça fait partir très très loin, hein, ce genre de débat. Oui, mais après, c'est une règle de magie dans un monde magique, donc... C'est ça, c'est que la loi de Gump, en vrai,
même sur la nourriture, qui est la seule exception qu'on connaisse, eh ben, ça n'a pas trop de pouvoir, entre guillemets, parce que, je veux dire, dès lors que tu peux déplacer des objets, que tu peux les multiplier et compagnie, bon, des exceptions à la métamorphose élémentaire, c'est un détail quelque part. Parce que, en gros, tout est possible avec la magie, quoi. Tout est possible. Et voilà pour cette volière. Merci à tous pour vos hiboux. Comme d'hab, on ne peut pas citer tout le monde, notamment les hiboux écrits, car on a eu pas mal de messages vocaux depuis notre dernier épisode. Mais que ça soit en vocal ou par écrit, même si on ne vous cite pas dans la volière, c'est toujours un grand plaisir de vous lire ou de vous écouter. Petite mention spéciale à Mouni pour son hibou sonore sur la mort de Harry, qui était malheureusement un peu trop dense, quoique très intéressant. Copieux, quoique digeste, diront certains. Et big up aussi à Bastien qui nous écoute de Tahiti, ou encore à Lara qui nous écoute, elle, de Montréal. Si on ne vous cite pas dans cette volière, ça sera peut-être pour une prochaine fois, donc n'hésitez pas à nous envoyer votre hibou, et c'est encore mieux en vocal parce que c'est trop cool d'entendre vos voix à vous aussi. Et pour ce faire, vous pouvez nous envoyer un message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram, ou directement par mail à l'adresse fréquence934@gmail.com. Toutes les infos sont à retrouver en description. C'était un plaisir de te recevoir, Lucas, et d'inaugurer cette nouvelle formule avec invité avec toi, et j'espère que ça t'a plu. Plaisir partagé, tout à fait. Ça me rappelle ma prime jeunesse il n'y a pas si longtemps, finalement. Ouais, ça ravive des souvenirs du podcast. Et on espère que ça a plu, que ce format a plu aux auditeurs aussi, et que je pense que beaucoup de nos auditeurs vont être super contents d'entendre à nouveau ta voix, parce que je pense que tu as été un des préférés du podcast. Ton nom revient souvent. Donc je pense que tout le monde va être content quand ils vont découvrir qui est l'invité à cette émission. En tout cas, ouais, on invitera évidemment d'autres anciens du podcast, parce que, ouais, ça c'est sûr, on le fera, quoi. Mais en tout cas, ouais, Lucas, c'était trop cool ça ouvre vraiment notre émission, ça lui donne un peu une autre dimension, et c'était top d'inaugurer ça avec toi, en tout cas. Je suis ravi. Alors on accueillera aussi prochainement des auditeurs à participer. On vous tient au courant un peu plus tard parce que c'est vrai qu'on a d'abord quelques idées de guests, comme on l'a dit, d'autres anciens du podcast bien sûr, mais aussi des amis dans le monde du podcast ou autre. Bref, on vous tient au courant du moment où on ouvrira nos micros à nos auditeurs. Un projet aussi un peu plus proche dans le temps est celui d'ouvrir un serveur Discord. Alors c'est d'ailleurs l'appli qu'on utilise pour enregistrer en ce moment même. On s'y connaît un peu moins sur Discord, mais on devrait réussir à lancer ça publiquement assez vite si jamais ça vous intéresse. Ouais, ça peut être le moyen d'échanger au-delà des réseaux sociaux et de notre groupe Facebook. Par exemple, en vocal de temps en temps, en dehors de nos émissions classiques. Mais pour le moment, vous pouvez évidemment en fait garder le contact avec nous sur ces réseaux. Une nouvelle fois, tous les porte-loins sont en description. Vous pouvez aussi retrouver en description notre page Tipeee. C'est un moyen de soutenir l'émission avec quelques galions si le cœur vous en dit et si votre coffre-fort à Gringotts vous le permet. C'est d'ailleurs grâce à ces soutiens qu'on peut enregistrer dans de bonnes conditions cette émission avec Lucas et avec d'autres invités prochainement. Donc on remercie chaleureusement nos tipeurs du moment, comme à chaque fois. Lucie, Yurad, Marie, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, l'arithmancien, Clara, Marion, Chloé, Améry, Aurélien, Cali, Mathilde, Miss Boukine et Calmar Robot. Un grand merci aussi à ceux qui soutiennent le podcast en laissant des notes et des commentaires sur Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est le cas récemment de Hermione, Kopcha17 et Wait for April sur Apple Podcast, ou encore Mathieu sur Podcast Addict. Merci beaucoup. Et peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, si c'est plutôt Spotify, Deezer, Google, YouTube ou autre, chaque abonnement et chaque partage, ça permet peut-être à d'autres fans d'Harry Potter de découvrir l'émission. Et plus la fréquence rassemble d'autres Potterheads, plus on est heureux. On espère que ce numéro vous a plu. En tout cas, on a très hâte de vous retrouver pour le chapitre 5, le détraqueur, en compagnie peut-être d'un nouvel invité mystère. En attendant, portez-vous bien. Merci Lucas et à très vite les amis. Merci Lucas, salut tout le monde et à bientôt. Salut, merci à vous.